bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag. Vous allez écouter dans ce journal un jeune pianiste israélien arabe de Jérusalem. Il a 6 ans, il est autiste et vient de participer à un concours de piano international organisé par un Français. Au sommaire également, le livre mythique Le Conte des 1001 nuits, écrit par les Perses, diffusé par les Arabes, lu par la planète entière. Un professeur de l'INALCO vient de découvrir 3 nouvelles histoires inédites qui s'ajoutent au long récit de Scheherazade. 3 contes inédits, nous serons avec ce professeur. Et puis, nous vous parlerons musique avec un groupe qui mixe la musique yéménite avec le blues. Succès total, Israël, comme ses voisins arabes, sont unanimes. Voilà pour le sommaire, merci de nous suivre. Nous partons maintenant à Jérusalem suivre le jeune Mohamed Salam. Il a 6 ans, il souffre de troubles autistiques et sa famille a décidé de le soigner par la musique. Son chemin a croisé alors celui d'un Français, un passionné de musique qui organise un concours international de piano qui est un concours ouvert à tous. Et tout naturellement, il a invité Mohamed. Daniel Campos avec Sandy Fortis l'ont suivi. Jérusalem, le Louis and Tilly Alpert Youth Music Center, un centre établi en 1979 par la Jerusalem Foundation grâce à la générosité de Dave, Mimi et de leur frère, le légendaire musicien de jazz Herb Alpert. Depuis sa création, le centre musical cherche à rapprocher jeunes juifs et jeunes arabes, et c'est justement à cet endroit que nous avons rencontré Mohamed Salman, un petit garçon autiste âgé de 6 ans. À première vue, Mohamed n'est pas différent des autres enfants. Pourtant, les personnes souffrant d'autisme, comme lui, communiquent, agissent, se comportent et apprennent différemment. Noura, sa mère, a choisi la musique comme forme de thérapie pour son fils. J'ai pris cette décision il y a 2 ans. J'avais entendu dire que la musique était très bénéfique aux enfants atteints d'autisme, ayant des problèmes de communication. J'ai donc décidé de tenter le coup. Et nous l'avons fait. Au début, il jouait du tambour et il aimait vraiment ça. Mais j'ai pensé que c'était trop bruyant pour lui, alors on a essayé le piano. Et il adore. Il a l'oreille très musicale. Ça a tout de suite marché. Les autistes ont souvent des problèmes sur le plan social, émotionnel et relationnel. Leur façon d'apprendre, de se concentrer ou de réagir aux situations sont multiples. On ne leur enseigne pas les notes ou les clés musicales, on leur donne un peu de tout, on les laisse essayer différents instruments pour voir lesquels leur convient le mieux. Parce que même si beaucoup d'enfants autistes sont hyperactifs, certains ne le sont pas. Hamoudi ne l'est pas, Hamoudi est calme. Ça l'aide, j'ai remarqué la différence. Maintenant, il entre en interaction avec le professeur de musique et il lui dit quand il s'est trompé. Il y a une interaction et c'est ça que nous cherchons. 1, 2, 3, 4. Plus qu'une simple interaction, Mohamed s'est découvert un don. Il est sur le point de participer à la compétition des Clés d'Or, une fierté pour son professeur. Cela a vraiment aidé Mohamed. Il a perfectionné sa technique musicale et il a une bonne oreille. C'est donc son 2e spectacle cette année. Son premier spectacle a vraiment impressionné les auditeurs. Cette fois-ci, il va jouer 2 chansons. Le jour J est arrivé, début du spectacle de jeunes talents. Les enfants montent sur scène l'un après l'autre pour jouer leurs morceaux. Mohamed attend son tour tout en appréciant les morceaux qui précèdent le sien. Pour Gérard Ganassia, fondateur des Clés d'Or, accueillir des participants comme Mohamed pour ce premier concours en Israël prend tout son sens. Ce n'est pas la première fois que nous auditionnons des candidats qui souffrent justement de ce handicap. Mais la musique a ce pouvoir, j'ai envie de dire cette magie, de pouvoir leur apporter quelque chose de particulier. Ça y est, c'est au tour de Mohamed de monter sur scène. Un air oriental accompagné par Omar à la darbouka. La chanson est courte mais exécutée avec précision. Mohamed ne montre aucun signe de trac ni de nervosité. C'est un véritable succès. Le jeune garçon rentrera chez lui avec un prix. Les juges lui ont attribué la 3e place. En voyant la fierté sur son visage, nous avons la preuve que la thérapie par la musique, ça fonctionne. À suivre les 1001 nuits et ses secrets politiques, sexuels et historiques. Mais en attendant, l'idée de sortie du jour, c'est le highlight Brit Rock, Daniel Campos avec David Gombin.
Suede, le groupe que l'on relie directement aux années 90, les 90s, une décennie qu'ils ont marqué de leur saut avec les tubes Beautiful Ones, Animal Nitrate, Saturday Night ou encore She's in Fashion. Suede ont également remporté entre autres le prix Mercury pour avoir donné un coup de boost à la pop made in UK. Suede pour un concert exceptionnel à Tel Aviv au stade Menorah Arena. Si l'on vous dit 1001 nuits, vous pensez à Scheherazade, vous pensez à l'Orient sensuel et par la même occasion à la domination d'une femme sur un homme. Bref, vous fantasmez. Eh bien, continuez. Un chercheur, un professeur à l'INALCO, à l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris, vient de trouver et de traduire 3 nouveaux contes. Aboubakr Shraibi, c'est vous, nous sommes en ligne avec vous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes entre autres le spécialiste mondial des 1001 nuits. C'est un très très joli titre. Vous avez donc trouvé ces 3 nouvelles histoires en arabe que vous avez traduites. Qu'est-ce qu'elles racontent, ces 3 nouvelles histoires ? Bon, alors j'ai essayé, en fait il y a beaucoup d'histoires des 1001 nuits qui sont encore dans les manuscrits qu'on ne connaît pas, mais j'ai essayé de choisir 3 représentatives des différentes manières de raconter des choses étonnantes et surprenantes qui sont le propre des 1001 nuits et qui se situent à la fois au niveau des traditions populaires, des traditions intermédiaires et des traditions, disons, plus savantes, parce que nous avons un peu un mélange des 3, même si les 1001 nuits restent quelque chose de, je dirais, entre guillemets, une littérature citadine pour un milieu social intermédiaire. Ce ne sont ni les... Ça c'est un langage très 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 intello. De quoi parlent les 3 histoires ? Il y a l'histoire d'un petit garçon qui a des pouvoirs, voilà, c'est ça qu'on veut avoir. On veut avoir les contes et légendes. Oui, effectivement, oui, d'accord. Bon, écoutez, en d'autres termes, nous avons 3 contes. Le premier conte parle effectivement d'un jeune garçon qu'on peut identifier son histoire, on peut la rapprocher de celle d'Aladin, sauf que c'est lui-même qui possède cet objet magique, c'est-à-dire il est capable d'obtenir tout ce qu'il souhaite. Et donc c'est lui-même qui est enlevé, comme on enlèverait la lampe d'Aladin, puisqu'il est capable d'obtenir, de voir ses souhaits satisfaits. Et ensuite, il y a ses parents qui tentent de le récupérer entre le Caire et Bagdad, avec des enjeux particulièrement intéressants, parce que celui qui octroie ce pouvoir à ce jeune enfant n'est pas comme on aurait pu l'imaginer, alors que nous sommes au XVIIIe siècle, nous ne sommes pas à une période très ancienne. Ce n'est pas directement l'instance divine, ce sont 3 déesses, 3 jeunes femmes qui sortent de la mer. Et donc on voit bien qu'il y a l'interpénétration d'autres pouvoirs, d'autres manières de voir l'ordonnancement du monde. Alors justement, Aboubakr, ce sont les Perses qui ont écrit les 1001 nuits, ce sont les Arabes qui l'ont fait rayonner. Qu'est-ce qu'ont fait les Français? Est-ce qu'ils ont gommé ou au contraire augmenté la partie, on va dire, sexuelle, érotique de ce fameux conte? Alors si on passe en France... D'abord, les Perses qui ont écrit les 1001 nuits, les Perses n'ont pas écrit le titre 1001 nuits n'existait pas à l'époque perse. Hein. Le titre 1001 nuits, c'est quelque chose qui a été proprement créé dans le monde arabe. Hein. Donc, en Perse, on avait un conte qui s'appelait 1000 contes. On avait un livre qui s'appelait, 1000 contes. Et c'est en passant dans le monde arabe qu'on va transformer tout le corpus, on va rebâtir avec ces matériaux-là et d'autres matériaux encore autre chose. Et c'est autre chose qui va s'appeler Alf Layla wa Layla, 1001 nuits. Donc pour la première fois, les 1001 nuits vont exister à partir du fin 8e, 9e siècle dans le monde arabe. Elles n'existaient pas sous ce titre-là nulle part ailleurs auparavant. Bon, ensuite, pour répondre à votre question... Il faut répondre vite parce qu'on est en direct et ça va vite. Mais allez-y, je vous en prie, je ne veux pas trop vous frustrer. Nous avons un savant, Antoine Galland, qui a traduit les 1001 nuits au début du XVIIIe siècle. Et il a essayé d'atténuer tout ce qui était érotique, sachant que la part érotique des 1001 nuits n'est pas énorme. Il y en a, je veux dire, sur les centaines de contes qui relèvent des 1001 nuits, il n'y a même pas une dizaine qui soient des contes érotiques. Mais lui, il a atténué partout là où on pouvait en trouver.
Et il va y avoir une deuxième traduction des Mille et une nuits en France, celle de Joseph-Charles Mardru, qui au contraire va amplifier tout ce qui est érotique et va même rajouter de l'érotisme là où il n'y en avait pas. Et ce sont en réalité, nous avons ces deux traductions qui ont marqué le lectorat français assez, selon là où il se situe. Mais comme c'est celle de Mardru qui est la plus proche de nous, puisqu'elle date, elle, de la fin du 19e. Vous nous faites une grande leçon. Je suis obligée malheureusement d'arrêter là. Je vous remercie beaucoup, Aboubarak Charibi. Je remonte votre livre. Ces 3 petites histoires sont extraordinaires. Merci, c'est publié aux éditions Espace et Signes. Merci beaucoup et bravo. Merci. Voilà, lui aussi fait le lien entre l'Occident et l'Orient. Il s'appelle Ravid Kahlani, c'est le leader du groupe Yemen Blues. C'est un Israélien qui est autant adoré dans son pays que dans les pays arabes voisins. Son portrait, David Bombin avec Ran Schneck. C'est un moment rare et même un peu utopique en Israël. Nous sommes au Wonder Bar, un haut lieu de la vie nocturne de la ville portuaire de Haïfa. Cette ville a beau être la plus tolérante du pays, lorsque juifs et arabes se réunissent pour écouter ensemble de la musique, ça reste un événement. Le line-up de Yemen Blues est dès le départ orienté vers le public présent ce soir. Je suis sûr qu'ils apprécieront les chansons du nouvel album. Ça va être super. Déjà la dernière fois, c'était la folie. Voici Yemen Blues, mené avec tonus par le charismatique Ravid Kahlani. Avec ses titres chantés en arabe yéménite, il n'a pas de mal à enthousiasmer le public. Né dans une famille d'immigrés yéménites, Ravid est né en Israël, mais il se sent pourtant plus à l'aise de chanter en arabe. J'ai grandi avec énormément de traditions yéménites, des prières et des chansons. Et même si j'ai parlé l'hébreu toute ma vie et que mon père ne m'a jamais parlé en arabe, chanter en arabe est bien plus naturel pour moi que de chanter dans ma propre langue. En grandissant, Ravid se passionne pour les musiques afro-américaines, du soul au R&B en passant bien sûr par le blues. Mais la fusion incroyable dont Yemen Blues est l'aboutissement provient de sa rencontre avec la musique africaine. La musique nord-africaine et ouest-africaine m'ont vraiment changé l'esprit. En fait, elles m'ont ouvert les yeux sur le monde musical, mon monde musical. Yemen Blues, un projet éclectique et fusionnel initié par des musiciens expérimentés aux origines variées. Une variété que l'on ressent dans ces sonorités sans que l'on puisse en définir le genre. Surtout avec Yemen Blues, il n'y a aucune règle pour faire de la musique. Il y a les personnes centrales au développement du son de Yemen Blues, Itamar Dohari, Ronnie Ivrin, Shanir Blumenkranz, de New York, de l'Uruguay, de Tel Aviv. On est vraiment de partout. Et ces musiciens apportent leur propre vie, leur propre expérience et leurs propres influences dans la musique. L'un des personnages clés de Yemen Blues, c'est le célèbre bassiste et oudiste de jazz Omer Avital qui a apporté ses arrangements musicaux. Sur ce deuxième album, c'est avec un chanteur encore plus étonnant que Ravid collabore, le rappeur français Oxmo Puccino. Il est très spirituel, il apporte de vraies émotions et un véritable espoir à tout moment. 2015, une triste année pour le Yémen. La guerre civile et les raids saoudiens qui touchent le pays n'ont pas laissé Ravid insensible. Quelqu'un m'a écrit sur Facebook « Nous sommes sous attaque de 5 pays différents et on est vraiment perdus, très attristés par la situation. On a besoin d'espoir. » Une chanson diffusée par le chanteur sur Facebook et qui a vu le nombre de soutiens venus du monde arabe augmenter à toute vitesse. Le rêve d'unité de Ravid serait peut-être bien en train de se réaliser. Et pour
pour finir du cinéma avec vous, Laetitia Lorraine, bonjour. Bonjour. Vous connaissez tout du nouveau Spider-Man. Tout à fait, c'est un jeune Britannique qui incarnera Spider-Man. Il s'appelle Tom Holland, il succède donc à Andrew Garfield. Il a été découvert très jeune par une chorégraphe pour interpréter le rôle de Billy Elliot dans une comédie musicale. Et puis on l'a vu dans plusieurs films, notamment The Impossible, qui était un film sur le tsunami de 2004 aux côtés de Naomi Watts et Evan McGregor. Et on le verra très bientôt sur les écrans dans le nouveau Ron Howard sur les origines de Moby Dick. Ça sera en décembre 2015. Génial. Voilà pour ce nouvel acteur qui incarnera donc Spider-Man en 2017. Merci Laetitia. À demain, même heure pour un nouveau Culture Mag. Juste après, c'est l'info sur i24 News. Merci.